BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque week-end, vous le savez, sur BFM Business. Le week-end à la radio, à la télé, sur tous les écrans, et puis bien sûr sur la chaîne 01 TV, sur 01net.com et sur la chaîne YouTube aussi de 01 TV pour votre petite heure dédiée à la tech. On va survoler, nous intéresser à toute l'actu technologique de cette semaine qui est très chargée. Et puis je vous rappelle aussi, bien sûr, comme à chaque fois, vous pouvez nous rejoindre sur la page Twitter de quoi je me mêle avec le hashtag DQJMM. On est là aussi sur Facebook. Merci de nous suivre comme chaque semaine et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et donc un méga giga club de la presse IT avec nos giga journalistes quand même, non pas par le volume mais par le talent, vous l'avez compris bien sûr. Anthony Morel est avec nous. Salut Anthony. Salut François. Ravi de te retrouver après ces quelques jours de relâche, on a pris quelques jours de vacances et puis on est très heureux bien sûr de vous retrouver. Anthony, que vous écoutez, regardez sur BFM Business bien sûr, mais aussi sur RMC, chez et RMC Story tous les jours. Et Éric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net. Salut Éric. Hello. Alors, l'actu d'aujourd'hui, elle est quand même assez chargée, les amis. On a plein de choses à se raconter et on va commencer par un certain Elon Musk. Elon Musk qui, bien sûr, au-delà de toutes ces frasques sur Twitter, s'est dit, bah tiens, puisque je parle beaucoup sur Twitter et que j'ai combien, 80 millions d'abonnés, je crois ? Oui, 80 millions d'abonnés. C'est ça. C'est un des plus gros comptes. Et ben voilà, si je devenais l'actionnaire principal de Twitter. Bah oui. Voilà. Tout tant qu'à faire. C'est le genre de truc un peu trollesque que seul Elon Musk peut se permettre de faire. Mais bien sûr, et puis ça passe crème. Et ça c'est passe ça qui est crème. top. Non mais c'est marrant parce que quand vous et moi on va sur Twitter et qu'on s'énerve un peu, tu vois, ça m'arrive des fois, ça m'énerve. Hein, bon, tu tweets un truc, tu fermes l'application. Elon Musk, lui, il s'énerve. Il rachète l'application. Voilà, c'est la différence entre lui et nous, tu vois. Et alors il rachète 10%. Alors, il rachète 10%. Non, t'as raison, 9%, ce qui doit lui coûter à peu près 3 milliards, ce qui est à peu près de l'argent de poche pour Elon Musk. Bon, voilà. Mais c'est pas juste. Il y a une fortune qui est évaluée à plus de 280 milliards. Oui, c'est ça. Ça dépend en fonction de l'action Tesla, en fait. Donc ça fluctue beaucoup. Enfin, c'est l'homme le plus riche du monde, quoi. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est que, entre guillemets, 9%, mais on comprend bien que l'intention derrière, c'est quand même d'avoir une position d'influence. Et d'ailleurs, en échange de ces 9%, il a eu un siège au conseil d'administration qui lui a été cédé. En échange de la promesse qu'il ne prendrait pas de participation majoritaire, donc il ne prendrait pas le contrôle total de Twitter. Mais enfin, on comprend bien qu'il fait ça pour avoir de l'influence sur Twitter. Pourquoi ? Et pas faire que de la figuration, comme tu dis. Ah ben non, voilà. Clairement. Parce que en fait, c'est très intéressant, parce que tu disais 80 millions d'utilisateurs, il se sert beaucoup de Twitter, il tweet énormément toutes les annonces de Tesla, de SpaceX, de Neuralink, il les fait, ou en tout cas il les tease via Twitter, c'est vraiment sa plateforme de communication favorite. Et puis, il troll beaucoup. Il y a beaucoup de trolls, de tweets un petit peu mystérieux, cryptiques, humoristiques, etc. Mais à côté de ça, il a une histoire un peu compliquée. C'est-à-dire qu'il n'aime pas tellement Twitter, en fait. La façon dont Twitter fonctionne. Il dit que Twitter ne respecte pas vraiment les principes de la liberté d'expression. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, avant le rachat, il avait soumis ses abonnés à un vote en leur demandant « Mais est-ce que vous pensez que Twitter respecte les principes de la liberté d'expression ? Votez soigneusement, disait-il, ça va être important. Je le traduis grossièrement. On n'avait pas compris que ça va être important, ça veut dire si vous votez non, je rachète Twitter. Et c'est ce qu'il a fait. Alors peut-être qu'il l'aurait racheté quand même. Mais en gros, il y a cette idée de reprendre le contrôle pour les utilisateurs de Twitter, c'est-à-dire dans son idée, enfin c'est en tout cas lui ce qu'il expliquait dans les tweets qu'il a publiés, rendre tous les algorithmes en mode open source, c'est-à-dire donner la possibilité aux utilisateurs de regarder un peu dans la boîte noire, de voir pourquoi on leur propose tel contenu plutôt que tel autre, en priorité plutôt que tel autre, et donc faire de Twitter, qu'il estime être un pan important de la démocratie aujourd'hui, vraiment quelque chose qui respecte les conditions de la liberté d'expression, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, il y a toute sa réflexion derrière cet achat qu'on pourrait croire impulsif et en tout cas assez étonnant. Éric. Oui, c'est vrai que Elon Musk c'est quelqu'un d'assez particulier. On l'aime ou on l'aime pas. Alors on peut l'apprécier pour tout ce qu'il a fait en matière d'exploration spatiale, de véhicules électriques, etc. Là, effectivement, Twitter, comme l'a très bien dit Anthony, c'est un petit peu son joujou en fait. Il a effectivement 80 millions d'abonnés. On a l'impression qu'il fait un petit caprice parce qu'effectivement, il n'aime pas certaines règles de Twitter. Il trouve que Twitter est un peu trop prompt à censurer certains discours qui lui en bon
bon libertarien considère comme complètement normaux. Et ça risque quand même, cette prise de participation massive dans Twitter, de provoquer quelques remous en interne. Moi, je me dis quand même qu'il se pourrait, parce que là, pour l'instant, on a vu le patron de Twitter, le PDG de Twitter actuel, qui n'est plus Jack Dorsey, dire oui, on est très content d'accueillir Elon Musk. Et puis Jack Dorsey aussi, qui est en train de s'éloigner doucement de Twitter, a dit aussi oui, on est très content d'accueillir Elon Musk, mais j'aimerais bien quand même être une petite souris et assister à certaines réunions, certains meetings avec lui, parce qu'on voit déjà, alors bon, Twitter a vu qu'il y a déjà eu quelque chose qui s'est passé depuis qu'Elon Musk est arrivé, c'est que Elon Musk a fait un autre sondage il n'y a pas longtemps, pour dire est-ce que vous considérez que Twitter devrait avoir un bouton edit. C'est vrai que c'est une fonction que tout le monde réclame depuis des années sur Twitter, l'arlésienne, un bouton d'édition des tweets. Et il a fait avec, t'as vu, pour ceux qui nous regardent, en plus il a mis des fautes d'orthographe exprès dans le tweet pour insister sur le côté fonction edit. C'est marrant. Effectivement, c'est bien vu. Et effectivement, tout le monde a voté oui, évidemment. Et qu'est-ce qu'on a vu, genre quelques heures plus tard, évidemment, Twitter qui dit nous sommes en train, et c'était un 1er avril en plus qu'ils ont annoncé ça, donc on a cru que c'était une blague, évidemment, nous sommes en train de travailler à un bouton edit. Et effectivement, c'est vrai, ils sont en train de plancher sur un bouton edit qui vont d'abord lancer, donc on va pouvoir enfin corriger ces fautes de frappe sur Twitter si on a fait une erreur. Et ils vont lancer ça dans les semaines qui viennent, d'abord pour les abonnés payants, à leur service Twitter payant. Mais on voit déjà que sans doute, peut-être que Elon Musk a dû dire j'aimerais qu'on avance un petit peu là sur cette fonction d'édition des tweets, parce que moi ça m'ennuie beaucoup. C'est clair. Je sors ma petite pancarte. Voilà, c'est ça. Qui est contre? Ok, allez, sujet suivant. C'est clair, ça va être super. Enfin, vraiment participer au conseil d'administration, là, ça va être génial. Moi, j'aimerais qu'on revienne quelques secondes sur cette fonctionnalité qui pourrait arriver, donc du bouton edit, mais ça va changer pas mal de choses quand même dans Twitter, parce qu'aujourd'hui, on voit soit on supprime un tweet, mais on ne peut pas le modifier. C'est hyper pénible. Franchement, je ne comprends pas qu'il ne l'ait pas fait depuis ces années. Bien sûr, mais est-ce que par exemple, en changeant un mot, l'auteur d'un tweet ne peut pas aussi changer le sens de son tweet? Exactement. Bien sûr. Et en fait, au-delà de l'editing, de fait de se dire zut, j'ai mis ENT alors qu'il fallait E à la fin, ça nous arrive tous et c'est vraiment saoulant. Voilà, quand on tweet, c'est embêtant. Est-ce que cette fonction d'editing ne peut pas aussi changer profondément en fait la philosophie de Twitter? C'est la question. C'est l'un des pièges, mais à partir du moment où tu indiques aux utilisateurs que le tweet a été édité, ce qui est un truc assez facile à mettre en place, finalement ça va, quoi. On comprend qu'il y a ce qu'on fait déjà sur LinkedIn depuis longtemps, depuis sur Facebook, c'est une petite Instagram. Alors, ça créera, mais tu as raison, je suis d'accord, ça créera sûrement des quiproquos, des incompréhensions, peut-être qu'il y a des petits malins qui en joueront pour essayer de tromper leur audience, voilà, de faire un sondage, et puis tu as raison, changer un mot qui peut changer complètement le sens du sondage, et de manière assez subtile finalement. Bon, je pense que dans l'absolu, en général, si on doit faire une liste des pour et des contre, en termes de praticité, c'est quand même assez génial. Enfin, je veux dire, je vois pas comment on peut ne pas être pour le bouton edit. C'est vrai tellement pratique. Je pense qu'on est tous pour, mais effectivement, ça pose quand même des soucis. C'est-à-dire que oui, il faudra de toute façon qu'il y ait un versionning, donc du coup qu'on puisse voir quel était le tweet originel pour voir s'il n'y a pas eu effectivement quand on voit Twitter un historique en quelque sorte du tweet. C'est exactement ce qu'avait fait Facebook il y a déjà quelques années. Ils ont autorisé la modification il y a déjà longtemps des posts Facebook, mais on peut voir toujours quel était le message original, parce que si effectivement vous likez un message et que derrière le message est complètement transformé, ça peut être problématique. Mais effectivement quand même, c'est aussi pour ça que ça prend du temps, c'est que pour une plateforme comme Twitter qui n'a pas la même puissance d'ingénierie que Facebook ou Google, c'est quand même une autre entreprise de ce point de vue, c'est compliqué parce que effectivement c'est aussi s'exposer à par exemple des gens, alors on sait que sur Twitter il y a beaucoup de gens qui font des scams sur la crypto par exemple, il y a beaucoup de gens qui pourraient profiter de cette fonction pour trafiquer des liens, pour faire du phishing, pour faire des choses comme ça. Donc effectivement, il faut faire très attention à ça, mais effectivement, d'autres l'ont fait avant eux, et il est tout à fait possible pour une plateforme de cette taille qui est quand même voilà, c'est un des plus grands sites du monde quand même, de pouvoir imaginer une telle fonction. Sur Facebook, tu avais je sais pas si ça fonctionne toujours comme ça, parce que je vais moins sur Facebook, mais tu avais la possibilité d'éditer les noms de... Oui, je suis pas le seul, malheureusement pour eux, mais
le fait d'éditer les noms de groupes et tu te retrouvais, je sais pas, tu t'étais inscrit dans le groupe des amateurs de saucissons secs et le groupe avait été repris ou le mec avait changé le nom du Oui, groupe c'est en ça. le groupe des Oui. véganes, tu vois, je sais pas, et tu te retrouvais dans malgré toi dans le groupe des. Tu passes du pâté en croûte Mais c'est vrai. au lait d'amande. Mais il y tu avait des sais. trucs super limites, parce que ça c'est un exemple un peu marrant, tu vois, mais il y avait des trucs, Oui, enfin tu te oui, retrouvais oui. dans des groupes complètement improbables auxquels tu n'adhérais absolument Bien pas, tu vois, Ouais. c'était quand même. surtout Donc que, effectivement, ça fait partie des dérives potentielles. Faut faire Ouais. attention. Ah oui, complètement. Ouais. Surtout qu'à l'époque, vous pouvez racheter des groupes Facebook. Mais hein. c'est ça, C'était un gros exactement. business. Ouais, Donc c'était il y un a des gros gens business. qui transformaient complètement leur objet. Je vous remets encore un petit peu d'Elon Musk. Oh bah allez, Bah attendez, Il y ça en me a fait plus, ça me fait je vous plaisir, laisse. c'est ma tournée. C'est ma tournée, ça me fait plaisir. ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, alors bon. Non, Starlink, Ah oui. intéressant aussi, ce fameux réseau Internet planétaire que Elon Musk est en train de mettre en place avec des dizaines à terme, des dizaines de milliers de satellites. Petite épine dans le pied quand même hein, pour Starlink avec... c'est tombé quand hier, C'était vraiment hier. Hier, donc en plein milieu de la Mercredi. semaine, la France qui en fait retire les fréquences de Starlink sur le territoire français. Petite épine dans le pied, surtout de la France en fait, hein, parce que je pense que Elon Musk, c'est pas non plus, ça va pas l'empêcher de dormir, hein, mais on a encore l'irréductible village de Gaulois C'est ça, qui ouais. dit non, ça ne passera pas par nous. Les casse-bonbons sont là, ouais. les gars. Ouais, oh. C'est un peu ça. Alors c'est vrai que c'est intéressant ce qui s'est produit. Alors, en fait, c'est le Conseil d'État hein, donc qui a cassé l'autorisation de fréquence qui avait été donnée à Starlink d'émettre en France. Qui avait été donné par qui? Par l'ARCOM, j'imagine. Par l'ARCEP. Qui Par avait été l'ARCEP, donné par pardon. l'ARCEP. Donc il a cassé la décision de l'ARCEP à la demande d'associations de défense de l'environnement. Alors l'argument est technique, c'est-à-dire qu'en gros, l'ARCEP n'a pas respecté la loi des appels d'offres. Enfin voilà, en gros, il n'y a pas eu de mise en concurrence et donc techniquement, c'était pas bon. Voilà ce qu'a fait l'ARCEP en donnant cette autorisation à Starlink. Mais derrière, parce que c'est des associations de défense de l'environnement, il y a des considérations en fait environnementales, c'est-à-dire le côté les satellites, c'est pas bien parce que ça pollue, ça crée des déchets électroniques. Les satellites, c'est pas bien parce que ça crée de la pollution numérique. On peut plus voir les étoiles. Enfin voilà, il y a toutes ces considérations-là. Bon, je sais pas à quel moment on s'est dit que c'était les associations écologistes qui présidaient. Qui présidaient, en fait, qui au disaient décidé de oui la ou non. France. Voilà, en tout cas, mais S'il c'est vrai fallait que avoir une les gars connexion sont par satellite. interviewés. Donc il y a un des responsables d'association qui dit oui, c'est bien cette décision parce que ça va montrer aux gens qu'il faut pas confondre vitesse et précipitation. Bon, je sais pas de quelle légitimité ils ont à dire ça. Ouais, c'est ça. Et je ne sais pas si, encore une fois, dans la balance pour et contre, alors il y a certainement des arguments à opposer à Starlink, mais c'est quand même un système, il faut le rappeler, hein, de satellites qui va apporter potentiellement Internet au débit absolument n'importe où, y compris dans des zones très reculées. En France, ça veut dire dans les zones blanches, mais ça peut être aussi partout dans le monde. Et puis dernier point, c'est que bon bah très bien, du coup il n'y aura pas Starlink en France, en tout cas pour l'instant, parce qu'il va sûrement avoir des recours, Ouais. c'est pas encore complètement joué hein, évidemment. J'espère que ça va se régler. Parce Voilà. que imaginez un petit peu la pagaille que ça doit être pour Y Starlink. compris pour ceux qui se sont abonnés d'ailleurs, parce qu'il y a déjà des abonnés en France Bien hein, qui sûr. ont déjà Oui, tout à déboursé, fait. donc je ne sais Tout à pas fait. comment ça va se passer pour eux. Mais ce qui est sûr, c'est que, c'est-à-dire que Starlink, en gros, nous on va s'en priver, mais Starlink va continuer. Non, C'est-à-dire bien sûr. qu'il parle de pollution, ça va continuer à polluer de toute façon. Mais C'est je- juste que ouais. nous on ne bénéficiera pas des avantages C'est liés ça. à Et Starlink. puis, c'est juste ça, j'imagine hein. pas les satellites dire oh là là, on survole la France, les gars, on va détourner, on va passer par l'Angleterre C'est- ou par l'Espagne Évidemment. ou par la Méditerranée. Il ne faut pas Évidemment. qu'on passe par la France, donc ça change rien. Non, ça ne changera en fait. absolument rien, si ce n'est que nous ne bénéficierons pas. Voilà, de de cette fonctionnalité qui est fonctionnalité. quand même assez pratique. Oui, alors, Eric effectivement, on peut se demander comment tout ça s'est passé. Effectivement, déjà, il y a quand même eu. Je vais avoir un petit point de vue différent. Mais par c'est rapport très à- bien, tant mieux. Eric. Parce Vas-y, que, exprime-toi. Parce que qu'est-ce qui s'est passé lâche-toi. avec Starlink? C'est-à-dire qu'il y a Starlink, il y a 5 ans, personne n'en a entendu parler. hein. Elon Musk s'est dit, je vais balancer 40 000 satellites dans l'espace. Ok, j'ai de l'argent pour balancer 40 000 satellites dans l'espace. Qui c'est qui lui a donné cette autorisation à la base? C'est la FCC, ça s'est passé aux États-Unis, qui lui a dit ok, tu as le droit de balancer 40 000 satellites dans l'espace. Ça va concerner le monde entier, hein, mais c'est une autorisation américaine qui a été faite. Déjà, je trouve que quand même, il y a peut-être une précipitation. Effectivement, les astronomes à l'époque se sont dit attention, ces satellites qui vont nous empêcher de voir correctement le ciel. Et effectivement, on l'a vu, ça peut poser quelques problèmes, même si effectivement Elon Musk
essaye de dire qu'il intègre de nouvelles technos pour les cacher, on va dire. Mais ça va générer effectivement quand même une pollution gigantesque, puisque ces satellites qui ne sont pas éternels, il va falloir en relancer. On a déjà perdu un énorme batch il n'y a pas si longtemps, je crois qu'on en avait parlé ici. Alors effectivement, on peut quand même se demander si toutes ces, je crois en parler d'une autre, toutes ces constellations de satellites, est-ce qu'elles sont vraiment utiles, parce qu'il y a effectivement un besoin de connecter des zones blanches, et ça c'est très bien, mais effectivement, envoyer 40 000 satellites dans l'espace, ce n'est pas juste pour connecter des gens en plein milieu de la Creuse. Hein. C'est clairement pour faire à terme une alternative aux opérateurs télécoms classiques et pour pouvoir proposer un Internet mondial qui serait plus dépendant des opérateurs locaux. Ça peut être un projet intéressant, je ne le dis pas. Je pense quand même qu'il faut faire attention à ne pas trop se précipiter sur ce genre de choses et d'envoyer dans l'espace à grands frais, et ça coûte très cher, et effectivement c'est polluant, autant de... Ça coûte pas cher à toi, ça lui coûte cher à lui. Oui, ça lui coûte cher à Elon Musk. C'est sûr, mais ça pourrait nous coûter cher ensuite en matière environnementale. Alors ça, et il n'y a pas que les satellites d'Elon Musk, il y a aussi ceux de OneWeb, enfin il y a d'autres constellations qui vont se développer. Donc, et après, effectivement, la décision de l'ARCEP dans ces Starlink en France, ça s'est fait un petit peu, effectivement, ça a pris tout le monde un petit peu de court, et effectivement, on aurait pu se dire, est-ce que oui ou non, il faut autoriser Starlink. Ensuite, de toute façon, ça ne changera rien, parce que on ne peut pas empêcher, comme vous l'avez très bien dit, on ne peut pas empêcher les satellites de Starlink de survoler la France. Donc, quoi qu'il arrive, les gens qui sont, je pense, abonnés à Starlink, et il y en a en France, ça coûte très cher au passage, les gens qui sont abonnés à Starlink, 100 € par mois, je crois. C'est c'est à peu près ça, plus le prix de la borne, de l'équipement qui est à peu près de 500 €, je crois. Oui, mais bon, évidemment c'est cher, évidemment c'est beaucoup d'argent, évidemment c'est beaucoup plus cher, mais quand t'as pas internet et que tu te retrouves d'un coup avec cet équipement-là, avec 100, 200 mégabits, moi je vois parfois passer des speed tests avec des pings de 50, 60 millisecondes, tu te dis waouh, quand même. Ah oui, c'est sûr. Et puis si c'est cher et que ça se vend, c'est que les gens y trouvent l'utilité. De toute façon, il n'y a pas d'erreur. C'est la loi de l'offre et de la demande, comme toujours. Mais là où je suis d'accord avec Eric, c'est sur le côté, est-ce qu'on a besoin d'avoir 3 constellations de satellites qui vont faire peu ou prou la même chose? Oui, mais d'un côté, tu peux te poser la question inverse. Est-ce qu'on doit laisser Elon Musk être le seul à capitaliser sur un Internet planétaire? Non. En fait, c'est la question. Mais alors, à ce moment-là, il faudra avoir une réflexion, moi je pense, comme celle qu'on a pour, tu vois, les réseaux ferroviaires ou les réseaux électriques, où en gros, tu as un opérateur principal, et puis les autres peuvent venir concurrencer, se greffer sur ce réseau-là et proposer des offres différenciées. En fait, c'est un système comme ça qu'il faudrait... Sur des infrastructures aussi lourdes qu'un réseau ferroviaire, il n'y a pas de rationalité à créer un deuxième rail à côté pour que la compagnie aérienne puisse faire rouler un deuxième train. Tu as tout à fait raison, mais ça se réfléchit avant de mettre en place ce système-là. C'est-à-dire que tu dis, ok, moi je suis Elon Musk, ok, je vais vous filer la moitié de toutes les capacités de ce que je suis en train de lancer. En échange, vous me laissez tranquille, et ces 50% de capacité que je vous laisse, et bien voilà, tous les pays pourront s'en servir, etc. Enfin voilà. Oui, tu pourrais devenir un opérateur virtuel, un MVNO sur le réseau d'Elon Musk. Mais là, il a fait ça. À la pirate, complètement. Mais bon, il a quand même eu l'autorisation de la FCC, et ça c'est pour une licence, on va dire globale, forcément. Ce qui est intéressant, c'est que évidemment, si on rebondit sur l'actu, paf, Amazon, encore une fois, a fait toute l'actualité cette semaine en indiquant qu'ils allaient lancer aussi leur constellation de satellites. Alors, il y en aura beaucoup moins, je crois. C'est pas quelques dizaines de milliers, c'est quelques centaines de satellites, visiblement. Et avec ce coup plutôt sympa pour l'économie française, puisque Ariane Espace va se retrouver à avoir 18 lanceurs de la nouvelle Ariane 6 qui vont être dédiés en fait au lancement de ces microsatellites. Donc on voit Elon Musk, Jeff Bezos, même combat.
et avec un service qui sera concurrent sans doute. Ah bah oui, complètement. Mais c'est intéressant au-delà de ça d'avoir la réflexion sur cette privatisation de la conquête spatiale et de l'espace, quoi. C'est vrai que c'est un truc qui était complètement inimaginable il y a encore 15 ans et maintenant voilà, les acteurs qui sont dominants, c'est ça, c'est la guéguerre des milliardaires, c'est Jeff Bezos versus Elon Musk. C'est vrai dans la conquête spatiale, dans le tourisme spatial, et c'est vrai aussi dans ces constellations de satellites qui vont acheminer Internet un peu partout sur la planète. Voilà, donc un nouveau service lancé par Amazon. On peut dire qu'Amazon aussi a de l'argent, puisque rappelons que Jeff Bezos est le deuxième homme le plus riche du monde. Oui, il se double régulièrement. Voilà, ça dépend de la capille. On peut dire que c'est pas d'Amazon rigolo, et quoi. Tesla. Tu vois, il n'est pas obligé d'aller à la banque pour dire excusez-moi, je veux lancer un truc. Non, il fait ce qu'il veut. Et puis donc il y a OneWeb aussi, Et donc il y a troisième OneWeb. service. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Et c'est vrai qu'on peut. Ça fait beaucoup de satellites. Et après derrière, en plus, ça crée des. Alors c'est vrai, Après, ça peut je te être rejoins en termes de. pour une concurrence. Oui, alors c'est toujours pareil. Peut-être Oui, ça qu'après, fera baisser les prix, Ça fera probablement. peut-être baisser les prix. Mais sur le côté pollution, il y a aussi la pollution dans l'espace. Alors c'est un sujet dont on parle assez peu, mais les débris spatiaux qui sont, certes, plus il y a de satellites, plus il y a de risques de collision. Plus il y a de collisions, plus il y a de petits débris. Et les débris eux-mêmes peuvent générer des collisions avec d'autres satellites. Et c'est un énorme enjeu aujourd'hui pour toute l'industrie aérospatiale, parce que ça fait exploser le prix d'ailleurs des assurances. Parce qu'un boulon à la vitesse où ça va dans l'espace, si tu veux, ça peut exploser un satellite ou ça peut mettre en danger, par exemple, la Station spatiale internationale. Ouais, alors là, je crois que ça vole pas ils sont pas à la même hauteur, mais c'est pour donner 50 kilomètres. Voilà, c'est pour donner, là, on est voilà. à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude et il paraît que quand ça redescend, ça se désintègre. Donc, alors oui, ça se désintègre dans l'atmosphère. Bon, heureusement. Oui, Parce que vu le nombre qu'il y a. Sinon, on serait embêté. Sinon, on serait embêté. Non, mais je dis un truc peut-être tout bête, mais bon, il y a des milliers d'avions qui volent tous les jours, quoi. T'imagines, t'as un Starlink qui tombe sur un avion ou je sais pas quoi. Enfin, non, bien sûr. Mais ça, normalement, j'imagine qu'ils ont tout calculé. Ça a été prévu normalement. Mais bon, tu vas te retrouver avec des dizaines de milliers d'objets potentiellement dangereux, quoi. Enfin voilà. Bref. Puisqu'on est dans les télécoms, on va terminer avec quelque chose de beaucoup plus terre à terre, si je puis me permettre, puisque là, on quitte le satellite pour s'intéresser à la fibre, puisque Orange a annoncé donc sa nouvelle box, la Livebox 6. C'est quand même un événement dans le monde des télécoms, puisque Orange est le premier opérateur télécom en France, rappelons-le, et qu'ils ont des dizaines de millions d'abonnés. Quand ils lancent une box, forcément, ça fait du bruit, Eric. Exactement, et c'est pas une box qui sera réservée à tout le monde pour l'instant. C'est la box premium d'Orange qui vient d'être dévoilée. Qui est à 55 € au bout de la première année, je crois. C'est ça. C'est 35 € la première année et 55 € par mois à partir de la deuxième année. Donc, au passage, ils augmentent de 5 € l'offre la plus chère. Exactement. Ils sont malins. Ça s'appelle Livebox Max. Pour avoir cette box, il faut souscrire à cette offre Livebox Max. C'est pas très facile à dire. C'est une jolie box. Elle est pas mal. C'est une jolie box. C'est une box qui se veut écolo avec un écran e-ink et des modes d'économie d'énergie. Donc ça, c'est un grand motto des opérateurs en ce moment. On essaye d'être le plus écolo possible. Effectivement, la box est un device qui reste allumé tout le temps. Donc c'est vrai qu'il est important qu'elle consomme moins et qu'elle soit effectivement constituée de matériaux pour la plupart recyclés. Il y a des speed tests là, ça fait saliver quand même. Je sais pas si vous avez vu, il y avait 1 giga 4 là. Ça, si je ne m'abuse, ce sont des images de Thomas Rémiret qui est allé à la conf pour nous hier. Ça dépote. Ah oui, on était chez Orange, donc c'est normal qu'il y ait 1 giga 4 quand même chez eux. Quoi qu'apparemment, ils ont eu quelques petits soucis. C'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Oui, ils ont eu des petits soucis de débit quand même hier. Ils n'arrivaient pas à fond la caisse, oui. Mais parce que c'est quand même une box qui, donc, avec cette offre Livebox Max, propose du 2 gigabits jusqu'à 2 gigabits par seconde en download et 800 mégabits par seconde en upload, donc c'est des specs très bonnes. Alors il y a des gens qui font mieux aujourd'hui. Free fait beaucoup plus. SFR aussi, je crois, avec la nouvelle box. Et avec la nouvelle box, mais bon, c'est Orange qui est un peu plus conservateur dans ses offres. Mais bon, cela 2 gigabits de c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On est plutôt tranquillou-bilou à la maison. Oui, franchement, c'est déjà pas mal. Et surtout, c'est une box qui est Wi-Fi 6E. Donc c'est la dernière norme en date de Wi-Fi. C'est une norme Wi-Fi qui est intéressante puisqu'elle apporte une nouvelle bande de fréquence au Wi-Fi et devrait donc booster largement les débits en Wi-Fi de la box et donc de tous les appareils qui sont connectés à cette box. Le seul petit souci du Wi-Fi 6E, c'est qu'évidemment pour que ça fonctionne, il faut que vos appareils soient aussi Wi-Fi 6E, donc il faut que votre téléphone soit Wi-Fi 6E ou votre ordinateur soit Wi-Fi 6E. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché encore pour le moment. Alors ça marche avec tous les Wi-Fi, tous les appareils Wi-Fi, mais pour bénéficier en fait de tous les dernières technologies
technologie de cette spécificité, il faut bien sûr que votre appareil soit Wi-Fi 6E. Ce qui justifie d'ailleurs la prime de 5 € aussi. Hein. C'est aussi ce qui fait que l'abonnement coûte plus cher. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas le matériel qui va derrière. C'est intéressant d'ailleurs la façon dont Orange le vend. Alors c'est un pitch commercial, mais je trouve que ça a du sens quand même. Ils disent là on s'est rendu compte avec la crise sanitaire que les gens en télétravail avaient besoin. La priorité c'est avoir une bonne connexion à la maison quoi qu'il arrive. Voilà. Et donc du coup on va doper le Wi-Fi via Wi-Fi 6E et on va faire payer la petite prime bonus, logique, voilà. Logique. Et puis bon, voilà. Il y a de l'inflation, c'est normal. Hein. Et puis Orange est le premier opérateur, il peut se permettre d'être plus cher que les autres. Il a toujours été. Donc, c'est la prime à l'opérateur historique, absolument. Maintenant, à voir si tout ça va arriver chez Soch tout de suite. Sans doute pas. Sans doute pas, parce que là, effectivement, c'est la box premium. Aux abonnés premium. Mais elle est super belle. C'est vrai qu'elle est canon. Elle a un petit côté enceinte intelligente un peu avec le. Oui, c'est vrai. Elle ressemble un peu à celle de Google avec le côté, je sais pas comment dire, l'espèce de moquette dessus là. Et puis j'imagine que le fait qu'il n'y ait pas de plastique sur les côtés, parce que évidemment elle est en 100% plastique recyclable, hein, ça c'est quand même intéressant. Et le tissu aussi doit, à mon avis, aider à la propagation des ondes, plus que le plastique, je pense. Donc on doit gagner aussi à vérifier ça, c'est possible. On va dire en puissance de Wi-Fi. Et rappelons que le Wi-Fi 6E, c'est beaucoup plus de débit. On peut monter, je crois, plusieurs gigabits par seconde. Et puis on améliore aussi, en fait, c'est un Wi-Fi plus intelligent qui va en fait cibler son faisceau sur les appareils qu'il va détecter. Exactement. Donc voilà, c'est très très bien. Et c'est une box aussi qui va avoir plusieurs années de durée de vie, puisque comme elle est Wi-Fi 6E, on peut dire qu'on est tranquille en prenant cette box pendant quelques années. Et elle pourra même être évolutive, c'est ce que tu allais dire Eric, je crois, pour les prochaines normes Wi-Fi, donc elle pourra monter jusqu'à 10 gigabits potentiellement. Et j'ajoute qu'elle a été faite à 2 tiers en Bretagne, et ça c'est aussi une bonne nouvelle. À Lannion. À Lannion, oui. Eric Le Bourlou, Bretagne Power, mesdames, messieurs. Moi aussi, je suis nantais, ça compte. Aïe. Ça va? Pas de. Non, ça va, tout va bien. T'as 2 heures de plus pour l'émission Bouygues aussi sort une box Wi-Fi 6E. Oui, en fait, le Bouygues lance B-Box Ultime, si je ne m'abuse, qui est une offre Wi-Fi 6E, qui est moins chère que celle d'Orange, mais effectivement, donc il n'y a pas qu'Orange qui fait du Wi-Fi 6E. Voilà, il y a aussi Bouygues Télécom avec sa box qu'on connaît déjà, mais qui est donc compatible avec les nouvelles normes Wi-Fi. Très bien. Écoutez. Et c'est moins cher un peu qu'Orange. Et c'est un peu moins cher, Bouygues est un petit peu moins cher en général. Voilà pour cette première partie de quoi je me mêle. Vous en voulez encore? Ça tombe bien, on a encore plein de trucs à vous raconter avec Anthony et Eric. Si vous êtes à la radio, à la télé, ça suit, même sur 01 TV. En revanche, sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième module qui est juste en dessous. Et vous allez pouvoir retrouver Anthony et Eric pour évoquer Samsung qui annonce un programme pour réparer soi-même ses smartphones. On va parler de réseaux sociaux, de Dyson qui lance un casque, écoutez bien, avec purificateur d'air. Au début, on s'est dit c'est le 1er avril, et ben non, c'est un vrai produit qui existe. Vous allez voir, on est beau en plus, on a des images, donc c'est plutôt cool. A tout de suite, on revient dans un instant. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.